Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Gaël Mansec, qui est juriste en droit des nouvelles technologies. Donc, il était intervenu il y a quelques temps sur la chaîne pour nous parler des risques juridiques qui sont liés au catch-all, quand on crée ça sur des domaines expirés, hein, principalement. Aujourd'hui, on va parler de contenu. Alors, cette vidéo-là, elle va être axée autour de 4 points. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que je risque si je copie intégralement un contenu qui est en ligne sans l'accord de l'auteur. Le deuxième point, ça va être qu'est-ce que je risque si je copie une partie du contenu, toujours sans accord de l'auteur. Donc, une partie du contenu, ça peut être l'agrégation de contenu sur un même article, par exemple. C'est-à-dire que je vais prendre des morceaux, des phrases ou des paragraphes à droite, à gauche, et je vais créer un article avec tout ça. Ou bien ça peut être aussi des agrégateurs de contenu qui vont reprendre title, H1, premier paragraphe, introduction, éventuellement introduction et paragraphe d'après, et voilà, qui vont reprendre notre contenu sans forcément nous le demander, mais en tout cas, c'est du contenu partiel. Le troisième axe, ce sera qu'est-ce que je risque si je reprends du contenu qui a déjà été publié sur le web, mais qui n'est plus en ligne. Donc ça, typiquement, on rentre dans le cas, c'est un peu le sport national de pas mal de SEO qui rachètent des domaines expirés et qui remontent du contenu de Webpack Machine. Et le dernier point, on va parler de traduction. Qu'est-ce que je risque si je fais de la traduction d'un article d'une autre langue et que je le publie sur mon site, ou bien que je publie un e-book, en tout cas que je les réutilise tout simplement. Gaël, eh ben, écoute, bienvenue à la maison. J'espère que tu vas Si bien. Jérôme, ça va et toi? Ouais, ouais, ça va, ça va. Je te remercie. Je vais te laisser te présenter, Ouais. parler un peu de tes compétences, d'où tu travailles et éventuellement ce que tu peux proposer, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui pourraient être intéressés par tes prestations. Et après, on attaquera le vif du sujet. Ok, alors donc Gaël Mansec, moi je suis juriste en droit des nouvelles technologies. Je travaille au sein d'un cabinet de conseil en propriété industrielle qui s'appelle le cabinet Germain Moreau. Donc on assiste, on défend nos clients dans le cadre des dossiers qui concernent leur signe distinctif. Donc ça va du dessin et modèle, brevet, à la marque et le nom de domaine aussi en particulier. Moi j'interviens principalement sur ces sujets-là, donc sur des problématiques que tu peux citer, hein, parfois des expis qui tournent Mm. mal quand la ligne rouge est franchie, sur des cas de cybersquatting aussi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et puis la contrefaçon en ligne, c'est quand même quelque chose sur lequel on est très très présent ces derniers temps, à la fois d'un point de vue nom de domaine, mais également sur les réseaux sociaux. Et Ok. donc voilà, une approche assez globale sur tous les sujets des atteintes numériques des marques. Ok, d'accord. Donc ça peut intéresser par exemple des gens qui oublient de renouveler leur nom de domaine et qui est racheté, pour des gens qui se font copier aussi, comme on va Exactement, en parler exactement. aujourd'hui. On peut avoir des concurrents qui vont reprendre le site d'un acteur économique. On peut avoir des collectivités qui se font snapper leur nom Ouais, de domaine expiré, hein. C'est quelque chose qui, mm, qui arrive quand même pas mal. On peut avoir des très grosses marques qui se font, pareil, cannibaliser du SEO par rapport à des expis sur des renouvellements qui ont mal été identifiés, de la contrefaçon aussi beaucoup. Et puis, ces dernières années, de la fraude aussi, de la fraude aux présidents, faux ordres de virement. C'est d'accord. problématique de phishing qu'on retrouve par le biais des marques aussi, puisque c'est souvent par un nom de domaine qui reprend la marque qu'on a ce vecteur d'attaque. Ouais, c'est ça. Donc ça, du coup, c'est des domaines qui sont quasiment identiques à la marque ou bien des domaines qui ont été, qui n'ont pas été renouvelés, c'est ça? Et après, il y a des mails On a qui les sont 2. envoyés. En Ah, c'est fait, ça. avant, c'était, ils reprenaient souvent la marque. En fait, ils essayaient de composer un nom de domaine. La plupart du temps, tu as quand même des suffixes qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, groupe, Mm, tu prends la poste-groupe.fr, voilà, tu peux être sûr que c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal en phishing. ouais. Et là, depuis un an, je remarque qu'ils vont récupérer des domaines expirés de la propre marque pour paraître encore plus crédible. Ah oui. Parce que souvent, ça peut coller à la charte de nommage qui a été établie. Donc, double alerte en fait sur les expis, sur des noms de domaines qui ont été stratégiques, c'est que c'est également utilisé aujourd'hui pour faire du phishing, quoi. Donc, D'accord. Ok. voilà. Ok, ok. Bon, bah super, ça marche. En tout cas, pour tout ce qui est catch-all, je vous mettrai la vidéo en dessous et vous pourrez voir l'intervention précédente de Gaël. Alors, premier point, qu'est-ce que je risque si je copie intégralement un contenu en ligne de quelqu'un, d'un auteur, sans en avoir son autorisation?
Alors, tu parles de la copie d'un site ou uniquement la copie d'une photo ou d'un texte Alors serait moi, la base d'un site? ouais, on parle plutôt de contenu. Et à la limite, voilà, j'ai un article et je vais faire un copier-coller dessus parce que Hmm. on sait très bien qu'il y a encore entre guillemets une faille de Google qui, voilà, qui nous permet, dans certains cas, d'avoir la paternité du contenu, même si on l'a pas publié en premier, même si on n'est pas l'auteur, on peut réussir à se positionner avant l'auteur. Du Ouais. coup, bon, au niveau de Google, ça, je sais clairement voilà, ce qui se passe, comment c'est. Après, au niveau juridique, qu'est-ce que je risque si je fais ça? Alors, en fait, les contenus, il faut analyser si le contenu il est protégé par du droit d'auteur. Si, par exemple, tu reprends un article, il y a de grandes chances qu'il soit protégé par le droit d'auteur français, donc sous réserve de conditions d'originalité notamment. Ok, De même, si tu prends les photos d'illustration, par exemple, elles peuvent être couvertes par ce même droit. À voir également si tu peux reprendre des logos qui sont, en plus d'être originaux, protégés par le droit des marques. Donc en fait, tu vas avoir hmm, toute une galaxie de droits qui peuvent s'appliquer au contenu que tu vas dupliquer sur ton site internet. Donc d'accord, le risque que tu peux avoir, c'est soit c'est vraiment protégé par un droit spécifique. À ce moment-là, ça permettra à son auteur original de t'attaquer sur le fondement de la contrefaçon, hein, qui n'est pas uniquement un terme générique pour dire de la copie, mais vraiment une action qui lui est offerte par le Code de la propriété intellectuelle. Donc on a quand même des condamnations assez qui reviennent assez régulièrement, hein, ok, sur ça. Et si c'est pas forcément couvert par des droits privatifs comme du droit d'auteur ou du droit des marques, c'est possible d'envisager des actions sur le terrain de la concurrence déloyale, notamment sur le parasitisme. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément identifié par la communauté SEO, c'est qu'on n'a pas que le droit des marques en fait, ou le droit d'auteur qui peuvent hmm, venir bloquer la récupération de certains éléments. Tu vas aussi avoir un faisceau d'indices par rapport au fait que tu récupères un certain nombre d'éléments qui, pris isolément, en fait, sont pas très intéressants, ne permettent pas d'identifier une société, mais l'addition de tous ces éléments pris séparément fait directement référence à une société. Et là, tu peux être attaqué sur un autre terrain qui est le terrain de la concurrence déloyale. ouais, Et, d'accord, euh, et une autre précision, puisque là, je me mets sur la thématique, on est sur du nom de domaine expiré qui va être, ou pas en tout cas, mais du hmm, site et une stratégie SEO pour in fine faire de la monétisation. Il y a une démarche lucrative derrière, c'est d'accord, pas un site de fan club ou voilà, un hmm, site de photos. Et en fait, parce que ces droits-là, ils ne sont pas absolus, hein, le droit d'auteur, il n'est pas absolu, le droit des marques, il n'est pas absolu. Tu as un certain nombre de limites, parce qu'on pourrait par exemple penser à la courte citation. En fait, par exemple, tu peux reprendre certaines parties de texte qui sont protégées par le droit d'auteur, mais sous réserve d'avoir une fraction de cet élément-là, ce ne sera pas couvert par le droit d'auteur. Mais le problème, c'est d'accord. on a toute une liste d'exceptions qui sont ouvertes, notamment la parodie, ces choses-là, etc. Ah oui, Mais dès lors hmm, que tu es dans une démarche commerciale, que tu fais vraiment un usage de ces éléments-là dans la vie des affaires, la plupart des exceptions qui sont listées dans le code de la propriété intellectuelle, elles ne vont plus s'appliquer à toi. Donc c'est là comme ça, difficile à dire. Je peux te dire, ça peut être vraiment problématique parce que tu as quand même un certain nombre de droits qui s'appliquent sur les éléments que tu peux mettre en ligne, que ce soit du texte, de la photo, de la ok, vidéo, etc. À côté de ça, tu as quand même un certain nombre d'exceptions. Mais si je contextualise ça par rapport, par exemple, à la communauté SEO qui va faire ça pour du BBN, pour du trafic, hmm, pour de la monétisation de trafic, ça va être un élément qui va souvent faire échapper toutes les exceptions qui pourraient être ouvertes, par exemple, à un particulier. Si un particulier fait un site sur, je ne sais pas, le toilettage canin et reprend une petite partie d'un texte qui est protégé par le droit d'auteur, si cela devait aller devant une juridiction, tu aurais quand même une prise en compte de ce caractère complètement désintéressé d'accord, que pourrait l'objet du site d'un particulier par rapport à un spécialiste SEO qui fait ça dans une logique de ok. génération de trafic et de monétisation derrière. Ouais, d'accord, c'est le but fait la différence en fait.
Si on passe devant Ça, le tribunal, le but de la copie, l'intention de la copie, elle va faire la différence, en fait. le contexte dans lequel tu réalises cette Ouais, copie-là va malheureusement parfois te fermer des portes pour bénéficier d'exceptions qui ouais, existent dans le code. Donc ouais, d'accord. tu vas vraiment tomber sous le coup de risquer la contrefaçon sur le droit d'auteur et sur la marque également. Et Ok, si ce ne sont pas ces éléments-là, par exemple reprendre le look and feel d'un site, avoir exactement les mêmes noms de rubriques, mais quelque chose où tu insistes quand même assez lourdement, là, on pourrait considérer que c'est du parasitisme parce qu'en fait, tu vas utiliser les efforts qui ont été déployés par un concurrent ok, pour récupérer bah, toute sa plus-value, toute sa recherche, ouais, d'accord. toutes les dépenses qu'il a réalisées pour effectuer ce site-là. Ok, ouais, d'accord. Au niveau des droits d'auteur, alors moi, Ouais. j'ai un site pro, donc je peux très Mhm. bien publier des articles dessus. Ouais. Je suis aussi un particulier, donc je peux avoir un blog en tant que particulier. Euh, si, quand je publie, moi, sur mes sites, je Mhm. suis l'auteur de ces contenus, c'est des contenus uniques. À partir de là, il y a forcément le droit d'auteur qui joue. Oui, oui, oui. C'est Quand ça. toi, ce que tu publies, c'est couvert par le droit d'auteur. Les articles que tu réalises pas, oui, sont couverts par le droit d'auteur. Ils sont protégés par défaut, même si c'est pas signalé ou quoi que ce soit, c'est protégé. Exactement, On est c'est la d'accord. grande différence avec le système anglo-saxon, hein. On entend souvent parler du copyright et justement, à tort, on a tendance à le comparer avec le droit d'auteur, mais bah, le Hmm. copyright, justement, c'est bien un droit qui est né de l'enregistrement du droit d'auteur. En fait, le droit d'auteur en France, ça te permet d'être protégé sans aucune formalité de dépôt. Le simple fait Ok, d'écrire un texte, ça te permet d'en être l'auteur et d'être protégé à ce titre-là par les lois françaises. ok, Par contre, tu as toujours un problème vu qu'on n'a pas de procédure de dépôt, c'est celui de l'antériorité, de dire j'ai bien été le premier à créer ce contenu-là pour pouvoir prouver que bah, ton concurrent est arrivé en second et a bien dupliqué ça. c'est C'est pour ça. ça que moi je conseille de faire des captures sur Webback Machine en fait. Ouais, C'est plutôt pas mal pour antérioriser. Par exemple, un site internet, hein, c'est un super moyen, c'est gratuit, c'est assez rapide. Et la Cour de cassation, ces dernières années, a admis la validité des preuves qui sont notamment sur les captures de Wayback Machine. c'est ça. Donc, c'est un super bon moyen quand tu es dans la position d'un créateur de te protéger en fait et Ok, d'antérioriser à une date plus ou moins certaine tes créations, quoi. ok. Quand tu dis faire des captures, c'est autoriser le bot à enregistrer les pages, c'est ça? Ouais, et même le soumettre manuellement. Ouais, Parce tu que peux même le soumettre manuellement, ouais, d'accord. tu peux le soumettre manuellement, tu peux le faire d'ailleurs à plusieurs, tu peux le faire tous les jours, tu peux le resoumettre manuellement et refaire une capture derrière, Ok, donc c'est ok, ok. intéressant. Mais sinon, ouais, dans ton fichier robot.txt, bah, faire en sorte de Ouais, le faut pas le laisser bloquer. passer, ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ok, ok. Donc ça marche. En fait, pour résumer, je fais un copier-coller de contenu. Bah, ça dépend si je suis particulier, si je suis professionnel, et ça dépend de l'intention. Si je veux nuire, si je veux monétiser, tout ça, ça va jouer s'il y a un procès qui est fait contre moi. Alors normalement, normalement en droit français, la contrefaçon, elle est exclusive de la bonne foi. En fait, tu peux même pas prétendre que tu es de bonne foi. Ça ne sera pas un argument en fait entendable pour justifier d'un acte de contrefaçon. D'accord. Donc c'est pas tant sur l'excuse, c'est plus dans le contexte. Ok. Parce que tu aurais pu bénéficier en tant que particulier de certaines exceptions. Par exemple, un site parodique, si je fais des montages autour d'Apple et que je reprends du texte d'Apple pour le tourner en dérision, ça pourrait tomber sous le coup de la parodie. Donc c'est une exception, je ne pourrais pas, moi, en tant que société Apple, agir. En revanche, si je fais la même chose en tant que SEO et que j'ai des trackers partout, un système de monétisation derrière, Ouais. là, ça va être compliqué. Pour te donner un ordre d'idée, on a la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2002 qui a condamné une société à 9 000 euros de dommages et intérêts. Et c'était règlement.net en fait qui reprenait des jeux concours, des tirages au sort par huissier. Et en fait, ça a été repris par un concurrent et il a été condamné sur le fondement de la concurrence déloyale, en particulier du parasitisme. Donc, D'accord. tu as des décisions de sites qui sont faits récupérer par un concurrent. Là, c'est vraiment une partie, mais on le verra par rapport aux autres Hmm. questions. Tu as quand même
beaucoup de conflits autour de ces questions-là. Ouais. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est l'ordre, je sais que tu peux pas répondre de manière précise, mais enfin, ça coûte combien? Si je copie un contenu, ça peut me coûter combien en fait? Ça va dépendre Alors, de... ouais, ça dépend beaucoup. Déjà, par exemple, sur la notion de dommage-intérêt, tu vas devoir estimer ces dommages-intérêts et du coup estimer une atteinte. Tu peux Ok. pas arriver devant le juge en disant, voilà, moi je réclame 2 millions de dollars, Hmm, c'est un peu l'image hmm. qu'on a, mais coûte 2 millions d'euros pour le litige que j'ai subi. On a un peu cette image-là faussée par rapport aux grands titres aux États-Unis sur la façon dont le système judiciaire fonctionne. Outre-Atlantique. En France, tu Ouais, vas devoir estimer le préjudice. Donc, par exemple, tu vas devoir dire, il a repris ma base de données. C'est une base de données que j'ai mis 5 ans à constituer avec d'accord. une équipe de 20 personnes. Ça m'a coûté X euros, certifié Ok, par le commissaire aux comptes. Et en fonction de ça, le juge en fait, il va être le seul maître pour décider du montant final des dommages et intérêts. Donc, je te donnerai quelques exemples d'accord. sur des cas Ok, bien précis de quelles sont les estimations qu'ils peuvent faire. Et il n'y a pas de forfait en fait. Tu peux ouais, pas dire si je recopie à 100%, si je recopie à 20%, ok. ça va être X milliers d'euros ou X centaines d'euros. Ouais, C'est d'accord. Ouais, cas par cas, vraiment. ça dépend de ce que tu es capable de justifier et, voilà, par rapport au préjudice et tout ça. Ouais, Exactement. ouais, d'accord. Ok. Du coup, là, tu as répondu, je pense, plus ou moins à la deuxième question sur le fait de reprendre des morceaux de contenu, faire du contenu dupliqué partiel. Ouais, alors effectivement, là encore, tous les éléments. En fait, un site internet en tant que tel, c'est une œuvre complexe parce qu'on a plusieurs objets de droit. On a des articles qui vont être Hmm, protégés par le droit d'auteur. On va avoir les logos qui parfois correspondent à des marques, donc ils vont être eux protégés distinctement avec le droit des marques. On va avoir le template aussi du site qui va être ouais, protégé par le droit d'auteur, hein. Quand on va sur NVO, ThemeForest, on a un contrat, hein, de licence de droit pour pouvoir utiliser ces éléments-là. Et encore plus loin, on a même un élément, une base structurée de données. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais dans le code de la propriété intellectuelle, tu as des dispositions qui protègent en tant que tel le producteur d'une base de données. Et on a en fait un d'accord. certain nombre de décisions là-dessus. C'est-à-dire que quand tu vas scraper, quand tu vas copier un site internet, tu vas d'une part dupliquer des éléments protégés par le droit d'auteur, par le droit des marques. Donc là, tu es coupable de contrefaçon, mais tu peux en plus de ça récupérer des éléments qui sont présents dans une base de données, donc faire de l'extraction de base de données. Alors dans le texte, c'est qualitativement ou quantitativement. Ok, Et tu vas pouvoir être sanctionné sur ce fondement-là. Par exemple, alors une des premières décisions, c'était le TGI de Nanterre en 1998, où là c'était netassurance.fr contre netassurance.fr. En fait, la seule différence, c'est que le premier avait un S et pas le second, c'était ok, assurance au singulier. Donc c'était juste des référés, c'est pas aller plus loin, puisqu'au moment de l'assignation, la partie adverse en fait a directement coupé le site internet. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant d'accord. à savoir, c'est que le juge a pris en compte que le site a été coupé dès l'assignation et n'a pas donné suite à des dommages et intérêts, n'a pas condamné en fait la partie adverse. Il s'est contenté de constater que le site était désactivé. D'accord. Après, on va avoir en 2009 par exemple le tribunal de commerce de Paris. Donc là, c'est Sexy Avenue qui avait été copié, en tout cas un concurrent s'était lourdement inspiré de ce site-là. Donc c'était le même template, la même organisation de menu, c'était la reprise à l'identique des textes. Hmm, Et en fait, le juge a considéré qu'on était sur les deux volets que je t'expliquais, le droit d'auteur, donc la contrefaçon et la concurrence déloyale. Parce qu'en fait, il avait repris des éléments protégés par le droit d'auteur. Et il avait également détourné une clientèle légitime ok. vers son propre site. Et donc, Hmm, il a été condamné à 20 000 euros de dommages et intérêts sur le vœu de la contrefaçon et 10 000 euros de dommages et intérêts sur le terrain de la concurrence déloyale. ouais, Donc, d'accord. ça peut quand même coûter cher. Moi, Ok. j'en ai
encore plein, hein, sur TG de Paris en 2013. Donc c'était le site mabimbo.com, c'était les jeux en ligne Flash, si ma mémoire est bonne. En fait, pareil, un concurrent qui reprend exactement la même architecture du site, les mêmes liens, même catégorie, même système de présentation et d'interaction. Et en plus de ça, ce concurrent, il commentait des articles qui faisaient référence à la première société en faisant des backlinks vers son site concurrent. Donc ça a été D'accord. pris en compte par le juge. Puisque là, c'était vraiment du parasitisme, hein, essayer d'aller la démarcher, mais de façon totalement déloyale, la clientèle de ce premier site vers son second site. Donc, l'a condamné également à 15 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale. Donc, en 2008, tu as le tribunal de grande instance de QC qui, en fait, a condamné le site pêchedirect.com, qui était une copie d'un premier site qui était pêcheur.com. Et en fait, il reprenait de façon abondante les textes, les slogans, même les montages photos, même les prix. Ils sont allés jusqu'à comparer les prix et les modalités de vente. Et en fait, là où le concurrent s'est fait attraper, c'est qu'on retrouvait des erreurs par rapport au catalogue sur des flotteurs de pêche qui n'étaient pas dans les catalogues des marques et qui ont retrouvé sur le premier site et donc qui avaient été repris sur le second. Donc là encore, condamné à 10 000 € de dommages et intérêts. Et un dernier cas qui m'a fait sourire, parce que je ne sais pas si on aura la même décision aujourd'hui, c'était le tribunal de grande instance de Paris en 2008. Donc c'était particulier en fait qui s'était fait scraper ses annonces, hein, par un concurrent. Et en fait, la condamnation de 50 000 €, c'est en dommages et intérêts pour le préjudice d'image qu'a subi la société, mais on a également 20 000 € d'amende parce que le juge a considéré que le scrapping a été fait avec un robot d'indexation. Donc voilà, avec par exemple HTT Tracker. Le fait d'avoir utilisé ça, le juge a considéré que c'était que ça relevait de l'accès maintien frauduleux dans un système automatisé de données. Donc vraiment que ça relevait du pénal et que c'était comme une sorte de piratage, quoi. Ouais, d'accord. Donc, Mais de toute façon, enfin, je sais pas si là on sort du cadre, mais normalement, tu n'as pas le droit de scraper des sites si c'est en pas fait, les tiens. ouais, en fait, déjà, tu reproduis souvent des éléments qui sont protégés par des droits de marque ou droits d'auteur. Et donc, en faisant ça, c'est une atteinte aux droits de reproduction. Et Non, mais paradoxalement. je parle juste de scraper, c'est-à-dire lancer Ah, un Screaming Frog ou un Xenu ouais. sur un site. Alors, le sujet, oui, par rapport à l'intention que tu vas avoir pour le faire, ouais, mais quand tu regardes Google, c'est exactement ce qu'il fait. Google, Ouais. par définition, en fait, il scrape Mais, l'ensemble des sites et mais tu peux le bloquer, Google. C'est-à-dire, si le webmaster il veut le bloquer, dans le robot.txt, il peut le ouais, bloquer. tu Après, bon, peux, tu peux le faire. tu peux bloquer aussi, tu as des systèmes, mais par exemple, si tu crawles un site et que tu le fais tomber, quand Ah le oui, site, bah là, clairement, ouais, ouais, clairement, là, là, tu tomberas sur du pénal par rapport à l'atteinte au système de d'accord. traitement automatisé de données. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Ok. Si effectivement tu scrapes en mode t'y vas très très fort et que là tu portes atteinte à la délivrabilité du site, ouais, tu pourras être sanctionné, mais c'est effectivement un autre volet, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, si tu scrapes gentiment pour faire un audit SEO pour t'entraîner, par exemple, a Ouais, priori, il n'y a pas de, bon, il y a pas de, il voilà, y a sous pas de réserve souci. de ce que tu vas faire, de Ouais, l'utilisation qui sera réalisée de la copie de ces éléments-là, ouais. ouais, d'accord, d'accord. Ouais, ok, ça marche. Et du coup, alors, bon, grosso modo, là, en contenu partiel, ouais, ça va dépendre de l'intention aussi, mais typiquement, parce que moi, là, j'en ai plein en ce moment, là, des sortes d'agrégateurs qui, voilà, effectivement, prennent mon title, mon machin, l'introduction, font quand même un lien, voir la Ouais, source, que ce soit un lien do follow ou no follow, mais typiquement, il n'y a pas de. Ces articles-là, ils ne se positionnent pas, parce que généralement, ces sites-là, en fait, ils ne se positionnent pas sur les articles, mais plutôt sur les catégories ou les tags ou les rubriques, tu vois. Ils ouais. arrivent à. Voilà. Et du coup, là, ils risquent Alors, pas moi, grand-chose, ces sites-là. Moi, ça me fait penser à une des premières décisions là-dessus, c'était l'AFP qui luttait contre la reprise de ces brèves. Et c'est aussi un petit peu le sujet qu'on a aujourd'hui avec Google et Google News, où tu as des éditeurs de presse en fait qui luttent contre la reprise. Et en fait, on a
on a une jurisprudence qui est un peu particulière parce qu'elle va distinguer l'indexation de la reproduction. Donc, par exemple, l'AFP a été reprise massivement par une société concurrente et a agi en fait à l'encontre de cette société-là. Donc c'était le tribunal de commerce de Paris en 2010. Et là, ça a été donc une atteinte au droit d'auteur, atteinte au droit du producteur de la base de données. Et peu importe en fait que le contenu soit accessible gratuitement sur l'AFP, pour te donner là du coup un ordre d'idée sur les dommages et intérêts, le juge il a fait le calcul de l'atteinte, elle s'est déroulée sur 9 mois dans 10 domaines d'activité différents et sur un nom de domaine. Donc il a fait 9 mois fois 10 activités fois un nom de domaine à 500 € et pour estimer le litige à 45 000 € quoi. D'accord. Ouais, parce que normalement, les dépêches de l'AFP, tu peux les reprendre. Bah, en fait, elles sont couvertes par le droit d'auteur. Alors, sous réserve, encore une fois, que ça soit suffisamment original, mais en tout cas, Ok. la tendance jurisprudentielle aujourd'hui, c'est de considérer que c'est pas, même si c'est accessible gratuitement, c'est pas une information publique que tu peux reprendre telle quelle. Et c'était justement l'objet de cette décision-là. Ok, d'accord. Et du coup, alors, je rebondis là-dessus. Si on met la source, si on cite la source quand on reprend du contenu ou qu'on le traduit, Ouais. enfin peu importe, on n'est pas l'auteur, mais on a du contenu sur notre site, est-ce que ça change quelque chose? Non, en fait, on va dire que c'est moins pire, mais ça va pas changer Ouais, quelque chose. En tant que créateur, tu as des droits patrimoniaux, donc ce qui te permet d'avoir un monopole sur l'exploitation de ton œuvre, donc l'exploitation de tes écrits, de tes articles, faire en sorte que ça soit que toi qui les utilises. Le ok, droit de reproduction, donc le fait de les décliner sur ton blog, sur un site corporate, dans un livre. Et tu vas aussi avoir un droit moral. Donc souvent, on rattache à ce droit moral-là le droit de paternité. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve souvent, on demande les citations. C'est quelque chose que tu retrouves très souvent dans les licences particulières libres de droit, où en fait, il demande simplement de citer l'auteur. Donc c'est un petit peu parfois d'accord. je pense, cette habitude-là, ce qu'on peut voir sur le web, on considère on voit souvent les citations d'auteur, en fait, de la paternité, mais ça changera absolument en rien le caractère Ok, contrefaisant de la reprise. Ouais. d'accord. Ce sera Ok, sans donc effet. que je cite la source, que je lui fasse un BL qui soit nofollow ou dofollow, grosso modo, ça Tu auras change rien. Enfin, la quasiment rien. tout à fait, la contrefaçon sera constituée du fait que tu aies repris ces éléments, que tu les aies mis en ligne, ouais. Sans lui demander, c'est ça. Sans Sans avoir lui demander, sans en l'autorisation. avoir l'autorisation, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs des sites, par rapport aux mentions légales. Si tu regardes un petit peu, c'est une des premières, briques de protection qui peut être indiquée, c'est, D'accord. reproduction, partielle ou totale interdite sauf, accord express de Ouais, l'auteur. c'est ça. Et si on veut l'accord d'un auteur, hein, ça se passe comment en fait? Il faut juste lui demander, même s'il nous répond par mail, oui, vous pouvez recopier mon Ouais, 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 article. alors Ça tu suffit? peux tu peux effectivement, après tout dépend des enjeux, tout dépend, de est-ce que tu reprends un auteur, si c'est de la publication, voilà, si, par exemple tu as une interview dans un hebdomadaire, sportif, est-ce que tu peux le reprendre à ton compte, pour Ah afficher oui. ton actualité? Ou, est-ce que c'est, un blogueur, tu vas avoir différents niveaux. Est-ce que tu passes directement avec l'éditeur, enfin avec l'auteur en direct, ou est-ce que tu as tout un système Hmm. d'éditeurs derrière? C'est plus compliqué. Par exemple, tu vois l'AFP, je pense que tu vas directement demander, obtenir les autorisations auprès de l'AFP et non pas auprès de chaque auteur Ouais, euh, d'accord. qui rédige d'ailleurs au nom de l'AFP. Donc, Ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah, écoute, ça marche, ça c'est clair. Le troisième point, donc j'ai parlé du sport national tout à l'heure, c'est de reprendre un contenu qui a déjà été en ligne mais qui n'est plus en ligne. Donc, cas ouais. typique, j'achète un domaine expiré, c'était un blog, il avait plein de pages. Je vais sur Webback Machine, je reprends son contenu et je republie sur le domaine expiré que j'ai racheté. Ça, Mhm. est-ce que je risque quelque chose ou pas de faire ça? Alors oui, 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 tu risques quelque chose parce que bah, là encore, en fait, hein, tu vas reprendre des éléments qui peuvent être du texte qui est protégé par le droit d'auteur. Tu peux reprendre des photos qui vont être protégées par le droit d'auteur. Hmm, Tu peux reprendre des marques qui sont peut-être encore actives, hein, malgré que le nom de domaine il est expiré, que le site hmm. ne soit plus là. Et surtout, tu n'as pas la garantie que c'était le seul endroit où étaient présents ces textes. En fait, la personne peut Ouais, très bien avoir une copie et te dire, bah non, en fait, moi j'ai ces éléments-là qui étaient publiés il y a déjà
déjà 5 ans, que j'avais chez moi et qui sont repris aujourd'hui. Donc non, tu ne peux pas le faire légalement et en plus, dans certains cas, tu vas aller sur des choses un peu plus compliquées. Si tu descends d'un étage, tu peux vraiment arriver déjà sur du parasitisme ou de la concurrence déloyale. Si par exemple je suis un concurrent et que je remonte l'expli Ouais. d'un concurrent pour faire du backlink vers moi, tu n'es plus seulement que sur le terrain de la contrefaçon et de l'atteinte au droit d'auteur, mais tu vas être aussi sur celui de la concurrence déloyale et du parasitisme. Ouais. Si en plus de ça, tu es très flou sur l'identité du titulaire du site, selon moi, il faut voir au Ouais. cas par cas, mais tu flirtes avec de l'usurpation d'identité. Et pour te D'accord. donner un exemple concret, on a des collectivités, voilà, on sait que c'est compliqué pour une administration publique, la gestion des noms de domaine. Parce que l'agilité, la réactivité que ça nécessite n'est pas forcément celle de l'administratif pour réaliser des dépôts. Donc, Hmm. on a beaucoup d'expi et généralement de qualité parce on a des sites Hmm. étatiques qui peuvent envoyer vers eux donc des noms de communes, des mairies, des collectivités de communes qui vont perdre leur nom Hmm. avec des sites qui vont être remontés derrière qui reprennent le texte de présentation où toi, en tant qu'internaute, tu as vraiment l'impression, tu sais pas forcément qu'en fait c'est un nom de domaine expiré Ouais, c'est qui a ça. été remonté parce qu'il est très proche. Et en plus de ça, si par-dessus tu rajoutes un service par exemple de démarche administrative Hmm. facturée, c'est un exemple très Ok. concret que je te Ouais. prends. Hmm. Sous couvert de l'identité de la mairie, là, tu as la DGCCRF qui a communiqué pardon, récemment là-dessus, en disant l'activité de réaliser des actes d'administration et de le faire facturer, c'est pas illégal en soi. Par contre, on a des obligations très nettes au niveau de l'identification des sociétés qui réalisent ce type d'actes Ouais. payants. Et moi, je suis en train de le constater aujourd'hui sur des domaines expirés, avec le flou le plus total sur qui est le titulaire du nom de domaine, qui est l'éditeur du site internet, avec C'est des ça, d'accord. procédés assez limites. Donc tu vois, selon le cas, en fait, tu peux être sûr que l'option 1, tu auras toujours un risque de tomber sur la contrefaçon de droit d'auteur, voire de droit de marque. Et Ouais. l'option 2, c'est selon ton positionnement par rapport à ce site expiré, si tu es un concurrent, si tu remonétises derrière, tu peux aller sur des qualifications beaucoup plus impactantes. Ok, donc alors par exemple concret, Office du tourisme, voilà, je rachète un domaine expiré Office du tourisme, je le remonte avec Webac à Ouais, l'identique. Ça, c'est le pire, parce que là, il peut y avoir des histoires d'usurpation d'identité ou ce genre de choses-là, où tu ouais. sais plus, tu as l'impression que c'est l'officiel, mais pas du tout. En revanche, si je recrée un blog qui parle de la commune ou de sa région, sans dire que je suis l'Office du Hmm. tourisme, c'est moins pire quand même ou pas? Oui, oui, Ou- oui, parce que alors, depuis tout à l'heure, on parle des leviers juridiques hein, qui Hmm. sont extrêmement importants et qui seront les seuls à te permettre d'aller devant des juridictions et surtout d'obtenir des dommages à intérêts. Tu as également le volet alors, paralégal ou ce qu'on va appeler l'enforcement, les actions que tu peux faire vis-à-vis de moteurs de recherche. Moi, par exemple, j'ai eu exactement le cas que tu me décris avec un restaurateur qui fait un rebranding. Donc ça, c'est le coût Hmm. assez classique. Et il repart de zéro. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de sociétés de communication qui n'ont pas conscience Ouais. de l'intérêt de conserver, de rerouter, quoi, de faire du 301 sur un précédent nom de domaine vers un nouveau site, même si tout est refait de A à Z, il y a un jus qui est quand même hyper intéressant à conserver. Alors, juste, Et donc, oui, je ouais, vais expliquer ce que tu dis parce que je pense qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. C'est que c'est une société qui a changé de nom et ils n'ont pas renouvelé leur ancien nom de domaine. Ils sont partis sur un nouveau domaine et ils n'ont pas, exactement. voilà, ils ont pas renouvelé La, l'ancien et tombé dans le domaine la public. société qui débute avec des moyens assez modestes, qui se développe bien Hmm. pendant 4 ans, et puis là qui décide de refaire complètement sa charte graphique, Hmm. de passer d'un site Wix à un WordPress, enfin de se professionnaliser, et Ouais. en gros de faire vraiment table rase sur leur communication digitale.
ils vont avoir tendance en général à abandonner tout le passif, alors Mmh. qu'il faut le conserver. Et si eux le font pas, d'autres le feront. Et moi, ça Mmh. m'est arrivé dans le cadre de la restauration. Et en fait, le site reprenait exactement, donc j'ai vu que c'était du Wayback Machine, Ouais. où ça reprenait toutes les photos. Et le problème, c'est qu'on voyait même les photos heu, du, heu, du gestionnaire de ce restaurant-là, Ouais. avec son nom, prénom. Donc là, en plus de ça, tu as les données personnelles. Tu Mmh. vois? Si on continue à déplier, tu as aussi ces sujets-là. Et du coup, Mmh. pour en revenir par rapport au levier juridique ou paralégal, là, tu as des possibilités de DMCA, donc des possibilités de retrait du contenu auprès des moteurs de recherche ou auprès des intermédiaires techniques qui Ouais. sont extrêmement, extrêmement intéressantes et parfois autrement plus efficaces que, un processus classique de lettre de mise en demeure, une éventuelle assignation, et cetera. On a des services juridiques qui sont très, très réactifs sur ces plateformes-là. Donc remonter sur Wayback Machine, tu prends ce double risque-là. En D'accord. justice traditionnelle, entre OK. guillemets, et en action d'enforcement à côté, c'est-à-dire les actions qu'on pourrait réaliser pour déréférencer ton site Ouais, d'accord. très rapidement par rapport aux éléments que tu as remontés. Après, oui, il faut distinguer la reprise dite servile, hein, du site internet où tu reprends exactement, c'est une copie conforme du précédent site, et l'inspiration sur la thématique. Là, ça va être Mmh. vraiment un arbitrage au cas par cas Ouais, c'est ça. que le juge va réaliser si ça doit en arriver là. Et l'idée, ça va toujours être de se mettre dans la peau d'un internaute d'attention moyenne Ouais, et de OK. voir si à la lecture de ce site-là, il est volontairement ou non trompé sur OK. l'éditeur de ce site internet-là. Ouais, d'accord, d'accord. Et du coup, vous, quand vous avez des clients qui vous contactent pour des problèmes de contenu qui a été pillé et republié ailleurs, c'est quoi que tu fais en premier, des MCA ou tu Ça cherches un dépend. contact Ouais, ouais, ouais. En enfin, fait, la première étape, c'est de localiser en fait la partie adverse. ouais, Savoir déjà si on a affaire à un Français. Moi, je préfère échanger et faire ça de façon intelligente avec OK. quelqu'un qu'on est en mesure de contacter pour voilà, connaître ses intentions, hein. Parfois, on a des gens qui sont de bonne foi, même si ça n'a pas d'effet sur la contrefaçon. Voilà, en tout cas, ils font bah, ouais, on n'a pas fait gaffe, en tout cas on savait pas, désolé, il n'y a pas de problème. Mmh mh. Donc là, on règle ça à l'amiable, sans aller plus loin que quelques échanges mail ou OK. téléphone. Après, au niveau européen, ça peut être un peu plus compliqué selon les pays. Moi, je sais que dans l'Europe de l'Est, j'ai beaucoup de problèmes. Mmh. Et là, on a également des problèmes vis-à-vis des prestataires techniques, puisque c'est un peu dans ces régions-là qu'on trouve ce qu'on appelle les prestataires bulletproof. C'est des prestataires qui sont très peu regardants sur les demandes des titulaires de marque. Ah oui. Je parle des prestataires d'hébergement, des bureaux d'enregistrement de nom de domaine également. Donc là, les DMCA auprès d'eux, par exemple, ça peut être très compliqué. OK. Mais après, sur des litiges on essaie toujours une prise de contact. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie toujours de prendre, OK. d'initier une prise de contact avec la partie adverse. Et selon comment vont les négociations ou en absence de retour, ouais, la DMCA assez rapidement, parce que maintenant, c'est quelque chose qu'on obtient de façon très très rapide, c'est efficace. OK. Euh, ouais, Est-ce que j'avais est-ce que tu veux expliquer ouais. un petit peu ce que c'est? Peut-être, comme tu as l'habitude Oui, d'en faire? alors, là, on avait le cas avec une marque assez importante qui avait une boutique de contrefaçon en Europe de l'Est. L'éditeur était absolument sourd à nos demandes OK. vis-à-vis des droits. Initier une procédure, en l'occurrence l'Ukraine, c'était extrêmement Ouais. complexe et surtout un coût assez élevé. L'hébergeur, même s'il a un abuse, en gros, si c'est pas de la pédopornographie, tu peux être sûr qu'il va pas agir pour des litiges par rapport au titulaire de marque. Et donc en fait, tout simplement, avec les opérateurs Google qui vont bien, tu identifies sur Google toutes les pages qui sont indexées pour ce site donné.
Tu vas utiliser un dashboard spécifique de Google pour faire une plainte d'IMCA. Donc là, tu vas présenter toutes les URL qui sont concernées par ta plainte. Tu vas justifier de ton droit. Et attention à ce que les DMCA, c'est du copyright, c'est pas du droit des marques. Mhm. Donc c'est pour ça que ça demande en pratique quand même pas mal de connaissances pour bien cibler le fondement de ta plainte. Et parce que tu as toujours des possibilités. Et donc, tu t'identifies toi également, hein, donc nous en tant que conseil par rapport à nos clients qui sont Mhm. identifiés. Et tu as un examen de Google sur les URL que tu as notifiées. Et, ça prend quelques jours à quelques semaines maximum pour faire retirer les URL. Et c'est pour ça que parfois, C'est sur ça. certaines requêtes, tu peux voir un bouton, un bandeau en italique en bas de la page qui t'indique que suite à une notification d'IMCA, Ouais. des résultats ont été retirés. Et c'est ça, moi je vous invite, je change un petit peu de sujet, mais quand vous regardez des domaines expirés, vous les analysez, etc., faites quand même voilà, faites un site de points, c'est la base pour voir s'il y a des URLs indexées, mais aussi le site de points, il va permettre éventuellement de voir s'il y a déjà eu des plaintes, donc justement en bas de la page, voir s'il y a déjà eu des plaintes envers ce site, ce qui peut être, on va pas dire que c'est rédhibitoire, mais en tout cas, il va falloir peut-être creuser un petit peu plus si on voit qu'il y a eu des plaintes DMCA sur un site. C'est peut-être parce qu'il y a eu du contenu généré en automatique, de la bouillie ou ce genre de choses-là, mais généralement, ça sent pas bon. Voilà. Oui, moi c'est l'opérateur que j'utilise, hein, sans surprise, et je le fais Ouais. régulièrement parce que bon, tu as parfois du nouveau contenu qui peut être indexé par la suite. Mm. Parce que moi j'aimais beaucoup utiliser les sitemaps aussi, des sites pour récupérer Ouais. sitemap ou Xenu pour pouvoir récupérer Ouais. l'ensemble des liens. Mais en fait, ils sont pas tous indexés par Google, et Google ne va agir que sur les liens qui sont déjà indexés par lui. Donc le Ouais. site de points, ouais, c'est l'opérateur à utiliser pour identifier ça, faire un premier nettoyage et puis revenir périodiquement pour nettoyer. Et sur ce site en question, en analysant avec SEMrush le point de départ de nos actions et le trafic, tu vois la courbe, Ouais. c'est Ouais, c'est saisissant, clair. quoi. Et Ouais, en c'est fait, clair. à l'usure, la personne en face abandonne. Donc, Ouais. Ok. on a une très bonne optimisation, un bon rapport sur les actions initiées et les résultats obtenus par rapport à une procédure judiciaire sur place qui aurait pu durer plusieurs années, et, avec Ok. des frais de représentation extrêmement importants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, c'est un bon moyen. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, comment tu fais pour bulker, pour savoir si, enfin, si tu as 500 URL sur le site, comment tu fais pour savoir celles qui sont indexées? T'as Bah, une- site de t'as- points. Site de points, Du tu fais coup, des sites de points, hein, tu fais vraiment à la main comme ça? ouais, site de points. Bah, après, Ok. tu peux scraper les SERP. Enfin, donc, tu peux récupérer automatiquement Ouais, c'est ça. les résultats sur certaines requêtes. Donc, ouais, ça Ouais, c'est plutôt pratique. Même si ouais. faut pas hésiter à le faire varier, parce que tu as parfois des variantes, des liens qui s'affichent alors qu'ils s'affichent pas toujours. Ouais, c'est Pareil, ça. selon que tu affiches par 100 ou pas, que tu sois connecté ou pas, c'est plus ou Ouais. moins exhaustif en fait. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. C'est ça. veillez à ça. Et Ouais, c'est sachant clair. que, Mm. donc là, ça, c'est plus, ouais, le troisième cercle quand on a affaire à des gens qui sont vraiment à l'autre bout du monde, ou qui sont absolument pas dans la coopération. On peut passer par ça. Et après, au niveau européen et au niveau français, on a aussi la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCN, qui permet des procédures de retrait aussi, des procédures de retrait auprès d'un hébergeur de site internet. D'accord. Donc vraiment, auprès de l'infrastructure en charge de l'hébergement, on peut faire valoir par exemple la copie intégrale d'un site. On peut Ok. faire valoir des arguments de contrefaçon de droit d'auteur ou droit de marque pour faire retirer du contenu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur certains dossiers. Donc ça, en France, on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique, mais il faut savoir que c'est lié à une directive européenne, Ok. directive e-commerce de 2000. Donc en fait, tous les pays européens ont exactement, à quelques différences près, mais le même système de notification qui peut être réalisé auprès de l'hébergeur. En fait, ce qui permet de sauter un étage quand l'éditeur d'un site internet directement ne te répond pas. Tu as des leviers d'action quand même assez intéressants auprès de l'hébergeur pour pouvoir faire couper ce Ouais. site-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur Ouais, le fondement de justement la reproduction, la copie d'éléments d'autres sites, quoi. ouais, c'est ça. Après, je suppose que ça dépend où est situé l'hébergeur, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ça Effectivement, va directement être lié à la localisation c'est effectivement ça. de l'hébergeur. Ouais, c'est Donc, ça. tu as des différences de culture. Moi, je sais que sur Amazon, ce qui est hébergé chez AWS, ça peut être un peu plus compliqué sur ces notions-là que de l'OVH Ouais. ou d'autres prestats qui Hmm. sont basés sur le sol européen. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Bon, bah écoute, ça marche. En tout cas, si tu veux bulker des sites de points Ouais, sur Patator SEO, c'est ouais, un ouais, ouais. que j'avais J'ai monté. entendu parler. Ouais, Tu as une rubrique en fait qui te permet de faire ça, d'ouvrir en bulk XURL. Alors toi, tu fais du site de points et tu vas tout récupérer. Après, si tu ouais, veux tester vraiment le site de points, tu sais, une URL en particulier pour savoir si elle est indexée, tu peux bulker. Alors, je bulke par 20 ou par 30. ouais. Tu peux bulker plus en fait, ça dépend parce que ça t'ouvre des onglets dans ton navigateur. Mais après, c'est la ressource navigateur et le nombre de requêtes simultanées que Google accepte parce que bout d'un moment, tu D'accord. tapes des captchas. Mais généralement, tu t'en fais Donc c'est vingt côté trente. client. C'est côté client, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Ok, c'est côté d'accord. client. En fait, c'est Donc comme un URL opener, mais directement avec des sites ok, de points. Et généralement, voilà, tu en ouvres 20-30, tu en ouvres 20-30, tu vas te taper un captcha, tu le valides et après, tu es, un peu plus tranquille. Donc, ouais. Ok, bah c'est voilà bon. pour la petite Si tu, peux, astuce. si tu peux faire un chrome dessus, moi ça m'intéresse parce que c'est quelque chose aussi à Ouais. renouveler dans le temps. Mais bon, Bah, je le pense que truc, ouais, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que c'est des histoires d'IP, ils bloquent Google. ouais, Donc, c'est assez complexe, quoi. Mais voilà, il faut passer par des proxys, hein. Après, c'est ouais, le truc classique. Truc classique, voilà, proxy. Euh, Dernier point, la traduction. Qu'est-ce qu'on risque si on fait, par exemple, un site 100% traduit? C'est-à-dire, ouais. je scrape des sites ou je scrape les SERP et je récupère des sites et je fais que ça en l'état. En fait, tu adaptes une œuvre de l'esprit qui est protégée par le droit d'auteur. Et donc le droit D'accord. d'adaptation, c'est un droit qui reste le monopole de l'auteur. Donc traduit ou non, en fait, ça va pas te permettre de sortir des griffes entre guillemets du droit d'auteur. Il y aura toujours la prise du droit Ouais. d'auteur sur un contenu que tu auras traduit effectivement. Parce que Mm, ouais, ça peut être un moyen de générer du contenu intéressant, pertinent vis-à-vis des moteurs de recherche qui n'est pas encore disponible dans cette langue. Mais c'est ça. non, tu tomberas sous le coup de l'atteinte au droit d'auteur en fait, hein, par rapport au contenu original, même s'il est dans une autre langue. Ouais, c'est le même combat en fait. Ça change Exactement. strictement rien. Et du coup, ça dépend des juridictions du pays où tu as récupéré le contenu Oui, ou pas? oui, oui, parce que alors surtout en fait de l'auteur, de la nationalité de l'auteur, tu vas avoir D'accord. dans des cas très très rares, tu vas avoir par exemple une protection plus limitée du droit d'auteur. À ce moment-là, le fait que toi tu réalises une traduction permettra de sortir, mais en tout cas de jouer avec cette protection-là. Mais après, à savoir qu'il y a quand même des accords aussi internationaux sur la propriété littéraire artistique qui assurent quelque chose d'assez homogène sur la plupart Ok. des pays dans le monde. Mais dans certains cas, moi je sais que sur l'Australie, par exemple, je suis très surpris. On a sur la notion, sur des notions de propriété intellectuelle, parce que c'est pas forcément similaire à la France et c'est parfois très compliqué Ok. de pouvoir agir à l'encontre des agissements sur ce pays-là et inversement. Donc Ouais, d'accord. ça dépend vraiment au cas par cas en fonction de la nationalité de l'auteur. Ok, 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 super. Bon, bah écoute, ouais, pour résumer, que le texte soit encore en ligne ou pas, qu'il soit traduit ou pas, grosso modo, c'est le même combat. Il y a des droits d'auteur qui courent. C'est Et ça. au-delà des droits d'auteur, en fonction de ce qu'on va en faire, etc., il peut y avoir d'autres choses qui se rajoutent et qui peuvent charger un peu plus la mule si on se fait Exactement. attaquer un jour. Toi, tu as déjà travaillé sur des problématiques de traduction, justement, Non, j'ai pas eu le de- cas. Alors je réfléchis en même temps, mais j'ai pas eu le cas. Ouais, Non, non, moi je sais que moi j'ai été victime moi-même en fait sur des articles que j'ai rédigés pour le compte des sociétés pour lesquelles je travaillais, d'être repris par des concurrents. Donc ah, ça m'est d'accord. déjà arrivé d'avoir des articles
Ils sont mal pomper. tombés. Ouais, 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 bah, c'est un peu paradoxal. Ou même parfois tourner, mais les tournures, elles sont tellement, Ouais, c'est pas de changer 2-3 mots ouais, dans un paragraphe qui va te permettre de passer sous les radars, tant au niveau de Google d'ailleurs que des juges. Donc non, non, c'est surtout dans ce contexte-là. Du remonter sur Wayback, c'est quelque chose que je vois pas mal. mmh, Mais non, l'idée, c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'en France, le droit d'auteur est né simplement de la création. Donc le fait de reprendre quelque chose qui a été créé, écrit par autrui, en fait, lui, il a déjà une protection. Donc, faut faire très attention à ce que tu fais par rapport à ça. Et là, on est en plus vraiment sur une ligne de crête entre un certain nombre de leviers juridiques et des possibilités d'action auprès des prestataires techniques qui sont très efficaces. Parfois plus que, par exemple, les noms de domaine, c'est les UDRP ou les 1 500 $ de taxe minimum pour aller devant une cour d'arbitrage, ça peut refroidir pas mal de titulaires de marque. mmh, C'est pas du tout les mêmes enjeux pour du DMCA qui est beaucoup plus facile et beaucoup moins engageant mmh. financièrement à réaliser que des actions UDRP par exemple. Donc Ouais, c'est ça, tu peux monter un site, prendre des soirées à remonter un site pendant des mois pour qu'au bout de 6 mois, en fait, tu aies une DMCA qui soit brûlée auprès de Google. c'est ça. Voilà, tu as un impact, les titulaires de marque ont quand même des impacts assez, des leviers assez intéressants là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je mettrai en dessous de la vidéo quelques logiciels pour tester le contenu dupliqué, justement, Ouais. dont un que j'utilise, moi, anti-plagiarisme, qui est vraiment pas cher et ouais, qui fait vraiment le boulot. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, je conseille également, c'est alors, de caviarder les bases, c'est-à-dire de mettre pour les personnes dont le business model se base sur un nombre important de données, par exemple des annonces dans l'immobilier ou des catalogues produits. Ouais, C'est de renseigner 2-3 faux produits ouais, ou de faire des fautes intentionnelles ou de créer, par exemple, tu as des décisions justement sur des bases de prospection qui ont été dupliquées sur des sites internet. Et en fait, en mettant des faux prospects, c'est ça, par constat d'huissier, ils arrivent à montrer que le concurrent, il a reproduit des données qui n'existent pas dans la réalité, c'est qui ça. ont été complètement artificielles. C'est ce que fait Google Maps aussi en créant des fausses rues, des faux noms de rues pour vérifier si un jour un concurrent sur le domaine de la cartographie n'a pas repris ses bases, parce qu'ils seront en mesure de retrouver également cette fausse indication sur la base Ouais. concurrente. Ouais, c'est du classique de créer des faux mots ou de créer sur des annuaires, de créer des fausses sociétés ou ce genre de choses-là. Et puis, Mm. si c'est retrouvé ailleurs, bon, bah, logiquement, c'est que ça a été copié. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Bon, bah, écoute, super. Gaël, franchement, merci pour tout De ça. Je rien. pense que là, on a fait un grand tour de la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo. On y répondra avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, on vous attend en dessous dans les commentaires si vous voulez en discuter. Gaël, je te souhaite une bonne fin de journée. Encore merci. Hein. Merci, salut Jérôme. Allez, ciao. Ciao.